Marie-Hélène Leclerc. Elle est accompagnée aujourd'hui de Martin Saint-Louis, directeur général d'Audi, Alain Fortin, vérificateur général adjoint, et Mme Caroline Rivard, vérificatrice générale adjointe. Mme Leclerc va prendre la parole d'abord et suivra une période de questions. Alors, merci. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est avec plaisir que je vous présente aujourd'hui les résultats des travaux que nous avons menés au cours des derniers mois. Le rapport de ce matin présente les résultats de 4 audits que mes équipes ont menés sur différents sujets. Premièrement, sur les acquisitions regroupées gouvernementales. Deuxièmement, les espaces de bureaux gouvernementaux, plus particulièrement leur planification, leur utilisation et leur transformation. Troisièmement, la réussite éducative des élèves autochtones. Enfin, la mise à jour de l'analyse comptable du montage financier du réseau Express métropolitain. Cette analyse avait été publiée en 2018. En premier lieu, le Centre d'acquisition gouvernementale, le CAG, ne réalise pas plusieurs des regroupements d'achats qui sont prévus dans sa planification annuelle. Le CAG se retrouve donc à passer des contrats de gré à gré pour répondre aux besoins des ministères et des organismes. Parfois même, ce sont les ministères et organismes qui se procurent directement les biens et services dont ils ont besoin. Cette situation limite l'efficacité des regroupements et crée de l'insatisfaction. Aussi, les appels d'offres sont majoritairement le plus bas prix conforme. Le CAG utilise peu ceux qui considèrent davantage la qualité. À cela s'ajoute le fait que le CAG n'évalue pas adéquatement les économies qui sont générées par les acquisitions regroupées. À propos des espaces de bureaux gouvernementaux, 6 ans après l'annonce du projet visant leur transformation, à peine 7 % de la superficie visée a été transformée. Or, le gouvernement s'est fixé pour objectif de réaménager 35 % de ces espaces de bureaux avant le 31 mars 2028, soit dans 4 ans. Compte tenu de l'état d'avancement actuel, il sera difficile d'atteindre la cible gouvernementale. Cette transformation des espaces de bureaux a été initiée pour réduire les coûts de loyer et augmenter la productivité du personnel. Le chantier étant peu avancé, les économies de loyer tardent aussi à se concrétiser. Malgré la volonté du gouvernement de modifier les espaces de bureaux, aucun plan d'action et aucune stratégie de financement n'ont été approuvés par le secrétariat du Conseil du Trésor. En matière de réussite éducative, les élèves autochtones ne reçoivent pas un soutien suffisant et adapté à leurs besoins. Il y a près de 20 ans que le gouvernement a fait le constat qu'il y a un écart de réussite chez les élèves autochtones. Pourtant, le ministère de l'Éducation a mené peu d'actions pour favoriser la réussite de ces élèves. Par exemple, le soutien qui leur est offert en français est insuffisant. En plus, peu d'actions ont été menées pour leur offrir un cadre scolaire rassurant et culturellement pertinent. Je tiens à rappeler que le gouvernement s'est engagé à améliorer la situation de ces élèves à la suite de recommandations qui lui avaient été faites. Mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a peu d'améliorations alors que près de 40 % des élèves autochtones des cohortes suivies ont arrêté leur étude avant d'avoir obtenu leur diplôme ou de qualification. Quant à la mise à jour de l'analyse comptable du montage financier du réseau Express métropolitain, on se rappellera que le vérificateur général du Québec avait fait un rapport en 2018 à la suite d'une motion de l'Assemblée nationale. Nous avons donc souhaité faire une mise à jour de ce rapport 6 ans plus tard. Il ressort notamment de cette mise à jour que les coûts de construction du REM ont augmenté par rapport à l'estimation établie par la Caisse de dépôt et placement du Québec au moment de notre audit en 2018. Toutefois, l'investissement en capital-action du gouvernement n'a pas changé. La contribution du gouvernement représentera plus de la moitié des revenus d'achalandage que percevra le REM pendant son exploitation. La structure juridique non plus n'a pas changé depuis 2018 et CDPQ Infra a conservé le contrôle de REM Inc. Selon les prévisions de CDPQ Infra, le gouvernement du Québec commencerait dans environ 25 ans à obtenir un rendement sur son investissement en capital-action. Et enfin, la comptabilisation du placement du gouvernement dans ses états financiers est conforme aux exigences des normes comptables applicables. Je suis maintenant prête à répondre à vos questions sur ce rapport. Merci.
Caroline Plante, La Presse canadienne. Bonjour, Madame Leclerc. Bonjour. Sur le REM, d'abord, il y avait peut-être un espoir, lorsqu'on a confié ce gros projet-là à la Caisse de dépôt, que ça se fasse plus efficacement dans les temps, en respectant les budgets. Est-ce qu'on doit constater que ce n'est pas le cas, là, que la Caisse de dépôt peut faire des projets plus efficacement? Je dois rappeler que le vérificateur général n'a pas fait un audit de performance. On se souviendra que la loi de la Caisse fait en sorte que le vérificateur général, contrairement à d'autres entités, doit avoir l'approbation du conseil d'administration pour faire un audit de performance. Alors, dans ce cas-ci, ce n'est pas un audit de performance que nous avons fait. Donc, nous ne sommes pas en mesure de vous dire dans quelle mesure ce projet-là a été ou sera géré efficacement et avec efficience. Par contre, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait naturellement une augmentation des coûts compte tenu de différents événements qui se sont produits depuis 2018. Sur la CAG, pourquoi... est-ce que vous faites le constat que la CAG est désorganisée, premièrement? Le CAG a été créé pour créer une espèce de centre d'expertise. Hein. C'est la fusion de CSPQ et d'autres entités dans le milieu d'achat, les entités d'achat, dans le milieu de l'éducation, dans le milieu de la santé. Donc, on se serait attendu à ce que le CAG fasse des économies importantes, qu'il soit en mesure de l'établir et qu'il utilise différents modes d'appel d'offres pour s'assurer d'obtenir non seulement le meilleur prix conforme, mais aussi d'avoir des services et des biens de qualité. Est-ce qu'ils se privent de sources disons, de revenus assez importantes? Dans le contexte budgétaire qui est difficile, on pourrait aller chercher plus d'économies, si je comprends bien. Ce qu'on constate dans notre rapport, c'est qu'il y a une diminution constante d'achats via le CAG. Et il y a les économies qui seraient importantes qu'ils soient en mesure de calculer, les économies monétaires, mais aussi les économies de processus. Dans quelle mesure le fait qu'on a créé le CAG fait en sorte qu'on économise dans les autres ministères et organismes qui se doivent de faire affaire avec le CAG. Mais cette information-là n'est pas accessible. Ils n'ont pas l'information. Juste une dernière sur les élèves autochtones. Est-ce que vous diriez que ces élèves sont lésés à l'heure actuelle? Les élèves autochtones qui sont dans le réseau scolaire québécois manquent de support. Ce que nous disons, entre autres, c'est que ce serait important de faire une bonne évaluation lorsqu'ils arrivent d'une transaction qu'on appelle complexe, c'est-à-dire qu'ils arrivent, par exemple, d'une école de leur communauté, où ils ont étudié dans une autre langue ou dans leur langue, mais avec d'autres types de programmes. Donc, ce serait important qu'il y ait une évaluation adéquate qui soit faite lorsqu'ils arrivent dans le réseau scolaire, de manière à ce qu'ils soient supportés adéquatement. Merci. Louis Lacroix, Cogeco. Bonjour. Je veux juste, parce que vous dites qu'il y a une augmentation des coûts, là, vous l'exposez très bien dans votre rapport sur le REM. On en est rendu à 9,4 en 2015, c'était 6,3. Comment on explique cette explosion des coûts? Bien, il y a différents facteurs. Il y a la découverte de dynamite, entre autres, dans le tunnel du Mont-Royal. Il y a eu la COVID, il y a eu la période pandémique qui a eu lieu en 2020. Il y a eu l'inflation aussi. Je vous dirais que c'est pas mal les trois facteurs. Je vous dirais que c'est les trois facteurs les plus importants dont on nous a fait part à l'effet qu'il y avait cette augmentation de coûts. C'est inévitable jusqu'à un certain point. L'inflation, la CDPQ n'a pas de contrôle là-dessus. Découverte de dynamite, on ne pouvait pas vraiment s'y attendre. La COVID, évidemment, ça nous est tombé dessus. À votre avis, est-ce que c'était des choses cette explosion-là aurait-elle été évitable? Pour dire... Je parle des coûts. Oui. Pour vous dire, si les coûts auraient été évitables, il aurait fallu qu'on fasse un audit de performance, ce qui n'était pas le cas. Je
Juste revenir sur une page précise du rapport. Je pense que c'est la page, il me semble que c'est 128. Toujours dans le REM? Non, là, c'est sur le soutien aux élèves autochtones. Au paragraphe 51, en page 128, vous illustrez le financement qu'on offre pour aider, en fait, l'allocation aux organismes scolaires francophones pour aider les élèves autochtones. Et vous faites le parallèle avec les montants d'argent qui sont attribués aux élèves qui sont issus de l'immigration. Et les sommes sont vraiment extrêmement à des milles de distance, là. Est-ce qu'il n'y a pas là un problème important de financement des ressources pour aider les élèves autochtones à intégrer le réseau? C'est ce que nous disons, c'est qu'il manque d'outils. Okay? On a visité 5 organismes scolaires, okay? 2 anglophones, 3 francophones. Ce qu'on a vu, c'est de la bienveillance de la part du personnel sur place, mais il manque d'outils. Il manque d'outils autant il y a une évaluation langagière qui est faite, donc pour accompagner les élèves autochtones. Ce qu'on présente dans le rapport, c'est que les immigrants de première génération, lors de la première année, lorsque leur langue maternelle est autre que le français, la première année, il y a 6,813 $ qui leur est alloué pour la première année, alors que pour les élèves autochtones, c'est 450 $. Le 450 $ est autant pour les élèves issus de l'immigration première génération, là, mais en plus, les élèves dont la langue n'est pas français, issus de l'immigration première génération, ils ont pour la première année 6 800 $, ce qui est une somme qui pourrait aider les organismes scolaires à mieux intégrer les élèves autochtones. Et juste revenir sur le REM, excusez-moi, une question qui m'est revenue, là, mais je sais, on me l'a expliqué tout à l'heure, mais je veux l'entendre de votre bouche parce que dans un reportage, c'est plus facile. Comment vous expliquez la différence entre ce qu'annonce CDPQ Infra, les autres, ils disent que c'est 8,3 milliards, alors que la réalité, votre réalité à vous, c'est 9,4 milliards. Comment on explique la différence? Nous avons présenté les coûts totaux. Donc, les coûts de construction plus le coût des terrains. Donc, ça, c'est les coûts totaux et c'est ce dont nous arrivons à 9,4 milliards, ce qui était presque 7 milliards en 2018. Donc, 6,9 en 2018. Donc, ça, c'est les coûts totaux. Ce qui a été présenté ou ce qui est présenté par la Caisse de dépôt, c'est ce qu'ils appellent les coûts nets. Donc, le coût total moins certains revenus, certaines contributions. Donc, les coûts nets sont les sommes qui se doivent d'être financées. Alors, le coût net, en 2018, était de 6,3 milliards et en 2024, c'est 8,3 milliards. Donc, la différence de coût total, donc coût de construction plus terrain, par rapport à coût net, coût construction plus terrain, moins certaines contributions aux revenus pendant la période de construction. Donc, la somme qui va être à financer pour le reste du projet. Alors, je comprends que c'est 2 méthodes comptables différentes, là, ou en fait 2 façons de voir la comptabilité différentes. Est-ce que pour la clarté, parce que ça demeure une institution publique, la CDPQ Infra, là, est-ce que ce ne serait pas mieux, justement, d'étaler l'ensemble des coûts comme vous le faites, par souci de clarté auprès des gens? C'est leur choix de le présenter de cette façon-là. Je vous dirais, je ne sais pas si la question a été posée, quels étaient les coûts nets et quels étaient les coûts totaux. Mais pour nous, en faisant une telle mise à jour, c'était important de présenter l'entièreté des coûts et les différents types de coûts. Est-ce qu'il y a d'autres? Dans vos recommandations, vous recommandez quand même à la CDPQ Infra de présenter tous les coûts de construction. Vous voulez que le public soit au courant, là? Bien, comme nous l'avions fait en 2018, on souhaite qu'il y ait toujours le plus de
transparence possible. Donc, ce que nous souhaitons, ce que nous avons recommandé, c'est que CDPQ, je vais juste revoir la recommandation, mais procède à une nouvelle présentation des coûts de construction du projet REM lors de sa mise en service complet. Est-ce qu'il y a d'autres questions en français? Je vais m'en permettre quelques-unes. Fanny Lévesque, La Presse. Juste pour continuer là-dessus, est-ce que est-ce qu'on peut comprendre que CDPQ Infra a peut-être choisi donc de présenter des chiffres qui, en quelque sorte, sont moins, en fait, qui l'arrangent peut-être de point de vue... Comment vous expliquez cette stratégie-là de présenter ces chiffres-là de cette façon-là par la CDPQ Infra? Présenter les coûts nets, ça montre le besoin de financement. Donc, dépendant de ce que pensait le CDPQ, je ne peux pas parler pour eux, là. Présenter les coûts nets à son banquier, par exemple, pour déterminer quel sera le besoin de financement, mais c'est pertinent. Alors, dans quelle mesure est-ce que c'est une information pertinente de connaître le coût total par rapport au coût net? Ce sera à poser la question à CDPQ. Une précision par rapport au CAC, vous parlez de peut-être cette nécessité-là de diversifier les modèles d'appel d'offres. Donc, c'est pas... on ne peut pas seulement procéder par le plus bas soumissionnaire, là. Ils ont une certaine marge de manœuvre qui pourrait donc se baser sur les critères qualitatifs. Mais ce que nous disons, c'est qu'il se devrait d'aller plus vers d'autres modes d'adjudication, d'aller vers le plus bas prix conforme. Je vous dirais, c'est la forme, entre guillemets, facile que toute organisation peut faire. Mais là où on s'attend qu'un centre d'expertise comme le CAG a été créé, où on s'attend que cette organisation-là va faire les achats regroupés et créer des économies pour le gouvernement, mais on s'attend à ce qu'il examine les différents modes d'adjudication et particulièrement qu'il regarde la qualité et qu'il fasse des appels d'offres qui tiennent compte du prix, mais aussi de la qualité. Et il y a d'autres types, il y a différents types d'appels d'offres, dont les coûts totaux aussi. Donc, dans quelle mesure est-ce que lorsqu'on va faire un appel d'offres pour un bien, on va tenir compte de l'entièreté des coûts dans le futur? Mais nous, ce que nous disons, c'est qu'ils devraient diversifier leur mode d'appel d'offres. Puis rapidement, sur les transformations des espaces de bureaux, est-ce que vous avez estimé les économies qui étaient anticipées par le gouvernement quand on a présenté cette vision-là et finalement les économies qui ont été faites en fonction du 7 là? Oui. Bon, il y a... la SQI a établi certains coûts pour transformer des immeubles et a identifié les économies qui pourraient être... j'aimerais avoir non. Alors, le SQI a identifié les économies qui pourraient être faites. D'autre part, ce que nous disons, c'est que ce serait important que le SCT évalue dans quelle mesure les immeubles qui ont été transformés ont rapporté les économies pour lesquelles on avait fait les transformations. Parce on établit des coûts, combien d'économies qu'on va faire suite à ces coûts-là, mais ce serait important qu'on sache après dans quelle mesure ça s'est réalisé ou pas. On va y aller pour les questions en anglais. Philippe Autier de Gazette. Ça va être à vous? Yeah, well, it depends. Okay. She's ready. No, I'm aware. I will try and... yeah, no, we'll I see. know. I'm aware of all that. You mentioned that one of the obstacles for the Indigenous students is French. Is like they're not. You mentioned like in 65% of the 40 cases you observed, one of the problems in their success rate of Indigenous students is their inability to learn French. Can you elaborate on that? Does it? Well, that's not precisely what I said, but what we say is that it is a challenge first for the student
indigenous student that comes in a public school. That's a challenge for them sometimes. Just for example, we say that in French. I don't know in our English version how we say that, but souligner, underline, circle. Some little things that are easy for us, but that could be sometimes misunderstood for an indigenous student that arrive in the public school. So what we say that there should be a good language evaluation when they arrive in the public school. And sometimes what we saw, we examined 110 files, and inside those 110 files, 44 of them, they were classified in a special class, or they were redoublés. I just can't recall what's the name, but they have done the same level, repeat. And for those 44 students, what we saw is that for 50 of them, the files, the information in the files didn't justify that they would be in a special class or re-begin or restart or c'est quoi redoubler? Also, So repeat. Okay. you repeat the course. You have to repeat the Yeah. course. If you fail, you repeat. Yeah. Yeah. Okay, yeah. You mentioned also that there are, there's also cultural differences for the students, indigenous students trying to go into the Quebec system. How do you get around these obstacles? How can the government do better at this? You mentioned it's been 20 years that we've known about this problem. How can the government act better? What we saw in the school that we visited and in the organism that we visited is that they really want to help those children. But what we felt and what we have been told is that those professionals that work in those schools, they don't have the tool to work with those students, and especially the training. They don't have sufficient training to work with those children. And what they would like is to have some good tool for example, liaison agent, agent liaison. I don't know if it is liaison agent. That is very helpful, but most of them don't have that. And that agent can do the relation between the school and the family, and between the school, the student, and the family. So it would really help for the integration for those children that have that cultural mindset, I would say. Just a clarification on that point. So basically, you looked at two school boards in the Anglophone school system. They don't have the resources to teach in French Indigenous students. What are the consequences, do you see, for those students concretely? Well, if you look at in my report on page 127, you will see we followed 3 cohorts. What is a cohort in English? Cohort, 3 groups. Yep. Okay, from 2014, 2017 until 2024. And for those groups, for the Francophone organism, 40% of them, only 14% of them got a diplomation of 5th secondary, I would say. And in the English one, it is 50%. So that is what we see is that
there must be a better integration for the indigenous student. Just a clarification also about the fact that it's been 20 years since we know that school success for Indigenous students in Quebec, it's not a school success overall. So how did you react when you saw that there's no real progress since 2005? As you know, our reaction are always the recommendation, and we have 9 recommendations that we present to the Ministère de l'Éducation and to the school organization. And as you said, for 20 years, they know that there is a lack between the success for Indigenous students and other students. They did table de concertation once. That table de concertation had many recommendations, and really mostly no recommendation have been applied. Maybe just a few, but not a lot of. Most of them have not been applied. And on the REM, there is a difference of $1 billion with your number for the construction cost and the number of the CDPQ infra. How crucial is it for the population to have the whole information? Well, what we present 2 types of cost. Okay, the first is the total cost, which is 9.4 billion, and the net of that you have to reduce all the income contribution that have to be applied, and you have the net cost. The net cost is what you will use to finance yourself. Okay, and shareholders to have to borrow money, so that's the net cost. So CDPQ Infra presented the net cost because I suppose it's what they need to finance, and we thought that it would be interesting for the parliamentary people because our report always. It's for the parliamentary people. So we thought that it would be interesting for them to know what it was the total cost and what is the net cost as presented by the CDPQ Infra. Mignota, Global. When it comes to the REM, what exactly explains the increase in cost compared to what we initially thought? Was there anything that could have been done to avoid the cost from exploding? First of all, we haven't done a performance audit. Given the law of the CDPQ, the Vérificateur Général cannot do a performance audit without having the approval of the board of CDPQ. So we haven't done a performance audit. But what we saw in the documentation that was provided by the CDPQ is the fact that first there is inflation. There was also dynamite in the Mont-Royal, the Montreal tunnel, and also, as everyone knows, the COVID-19 that made it challenging to for the cost. So those increase are basically mainly those 3 elements. So 3 elements that are, is it safe to say, are still somewhat out of I guess the government's control, out of control really. That's what we have been said. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parfait. C'est ce qui met un terme à cette conférence de presse. Merci beaucoup. Merci. See?